Je vous demande de vous arrêter. Salut, c'est Gérald Dahan sur Westrack Radio. J'ai une patate en ce moment. Ouais. Chers amis auditeurs, nous avons une surprise pour vous. Nous avons une nouvelle invitée. Nous n'allons pas vous en dire davantage. Il s'agit du pré-générique. Et comme vous avez l'habitude, eh bien, on se retrouve dans quelques instants. Générique. Bravo. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, je vous demande de vous arrêter et de retour en ce lundi 1er février 2021. Et oui, c'est déjà le mois de février, comme ça file. Je suis content de vous retrouver, chers amis Laurent, Alain, bonsoir. Bonsoir à vous. Comment allez-vous ? Bonsoir tout le monde. Eh bien, écoutez, moi, ça va plutôt bien, oui, je dois le dire. Et ça va d'autant mieux que ce soir, grâce à Laurent, il faut rendre à César ce qui appartient à César, nous avons la chance d'accueillir une comédienne. Donc ça fait plaisir parce que, voilà, après la première émission, nous avons une autre femme dans l'émission. Bonsoir, Elisabeth Bourgine. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que, comme Laurent le disait quand on préparait cette émission, vous ne nous connaissez pas et vous avez eu la gentillesse d'accepter d'y participer sur Westrack Radio, une radio locale au Havre. Super, mais moi je suis ravie parce que je ne vous connaissais pas ou simplement je connaissais les noms et les visages sur Facebook, mais je ne vous connaissais pas du tout. Donc maintenant je suis ravie de vous voir en vrai. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, en tous les cas, on a un certain nombre de questions à vous poser parce que aujourd'hui, on peut le dire, vous êtes une comédienne à un parcours quand même exemplaire, j'ai envie de dire, puisque vous avez touché à pratiquement toutes les activités liées à votre métier, la télévision, le cinéma, le théâtre, le documentaire. Vous avez même, je crois, fait de la post-synchronisation. On en reparlera tout à l'heure. Finalement, ce métier, vous le précisez, en tout cas, on le voit dans vos biographies, c'est depuis toute jeune que vous vous êtes intéressée à ce métier. C'est quoi le déclic ? C'est depuis toute petite. Le déclic, la première anecdote qui me vient, c'est quand j'avais 2 ans et demi. Ma mère m'emmenait au jardin du Luxembourg, elle tricotait, elle parlait avec des copines et j'échappais à sa surveillance pour aller au théâtre du Luxembourg voir les marionnettes sans payer. Et je trouvais ça tellement génial que je m'échappais, je ne sais pas comment je faisais, mais ma mère, la toute première fois, a eu très très peur. Elle est allée me chercher partout. Et puis elle est allée au théâtre du Luxembourg, au théâtre de Guignol. Et elle a dit, est-ce que vous n'avez pas vu une petite fille brune avec une petite robe rouge ? Ah si. Ah ben c'est elle qui est au premier rang, qui fait un bruit pas possible, qui applaudit tout le temps et qui est rentrée sans payer. Est-ce que c'est elle ? Ma mère a regardé, elle a dit oui, c'est elle. Et je crois que ça a été le premier déclic, c'est-à-dire qu'on me raconte des histoires, de rire et d'être là devant à adorer ça, quoi. Après, ça a été la danse. Après, parce que je voulais être sur scène, je voulais danser. Après, je voulais chanter. Après, j'ai appris à jouer de la musique. Et puis, bizarrement, j'étais très, très timide. Et du coup, c'est pour vaincre ma timidité que je suis allée, j'étais à cette époque-là à Rennes, il y avait un conservatoire et je suis allée au dernier étage, au cours d'art dramatique pour apprendre à parler, à plus avoir peur. Et voilà, donc ça, mais je crois que ça a été toujours, j'ai même joué avec mes petits frères, j'ai 3 petits frères, je les déguisais, je leur écrivais des émissions de radio, je leur faisais des textes, je déguisais, je faisais des photos et je les mettais en scène un peu, quoi. J'avais envie de raconter les histoires. Donc ça veut dire qu'à l'école, comment ça se passait ? Vous aviez déjà aussi, avec vos camarades, entraîné tout le monde dans le spectacle finalement ? Mais oui, parce qu'à l'école, j'ai réussi à organiser un film en court-métrage quand j'étais en 6e. J'avais réussi à dire que c'était une activité qui était formidable. Je ne sais plus comment on avait fait, mais on avait emprunté une petite caméra, même pas du Super 8, c'était un truc vraiment basique. Et on avait fait un petit court-métrage. Oui, mais parce que je trouvais que c'était important de raconter des histoires. J'avais que envie de ça, quoi.
Alors, je crois que il y a des tas de questions qu'on souhaite vous poser. Laurent, peut-être, pour commencer. Oui, mais alors, entre le moment où, effectivement, très jeune, vous avez eu une appétence, effectivement, pour tous les métiers, on va dire, artistiques, de passer de l'envie à une vraie carrière derrière, il y a quand même un monde entre les deux. Donc, comment ça a vraiment démarré ? Ça a vraiment démarré quand j'avais 15 ans. J'étais en vacances avec mes parents à Port-Grimaud et il y avait sur la place du marché des petites affichettes. François Florent organise des stages d'été pour ceux qui veulent découvrir la comédie. Alors moi j'ai cassé les pieds à mes parents pendant un mois, tout le mois de juillet. J'aurais dit je veux le faire. Et puis je l'ai fait au mois d'août et j'ai trouvé ça formidable. Et c'était le premier stage que François Florent a organisé à Port-Grimaud. L'année d'après, il créait son cours Florent à Paris. Et donc moi, à la fin du stage, j'ai dit moi je veux aller à Paris, forcément. Et ma mère m'a dit oui, passe ton bac d'abord et puis tu iras quand tu auras 18 ans. Et donc j'ai tout fait après pour aller à Paris à 18 ans. Mais avant, je suis allée au conservatoire et c'est là que je suis allée prendre des cours d'art dramatique pour apprendre à jouer sur scène, à parler. Et puis que j'ai rencontré des gens et que j'ai fait mon premier court-métrage avec Jean-Luc Mich qui était venu au conservatoire. Et puis on a fait un premier long métrage, j'avais 17 ans, qui s'appelait Madame G, qu'on a fait dans des conditions incroyables en écrivant le matin et il tournait l'après-midi. Et le film est allé au Festival de Cannes, à la quinzaine des réalisateurs. Donc je dis mais c'est génial, c'est formidable. À 18 ans, je suis allée après au cours Florent. Et puis j'ai fait tous les stages avec Francis Huster, Jacques Weber, Jacques Piesser. Et j'ai fait un cours seulement avec François Florent finalement, parce que j'ai été pris dans tous ces stages. Et au bout d'un an de stage, il y avait un spectacle qui était donné. Et là, il y avait des professionnels qui sont venus, des agents, des directeurs de casting, des réalisateurs, plein de gens. Et à la fin de l'audition, il y a un mec qui vient me voir et qui me donne sa carte de visite et qui me dit je vous ai remarqué, je vous trouve très bien, venez me voir à mon bureau. Je me suis dit, mais pour qui je prends celui-là? Et donc, je suis allée voir Francis Huster qui était là. Je lui ai dit, attends, il y a un mec qui me donne sa carte. Qu'est-ce que j'en fais? Prête à l'acheter en me disant, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Et il regarde la carte, il me dit, Serge Rousseau. Eh ben, tu vas y aller parce que c'est mon agent. Et c'est Armédia. C'était donc Serge Rousseau, l'agent d'Adjani, qui a découvert Huster, toute la bande et tout. Et donc j'y suis allée. Donc je trouvais que c'était très facile parce que Huster m'a dit écoute, moi je vais monter le CID au Festival de Carcassonne. Viens, tu vas jouer Elvire. Jacques Weber m'a présenté à Pierre Badel. Il m'a dit écoute, je vais jouer dans une série. Il y a 3 épisodes, Les Rebelles. Tu corresponds à la jeune sauvageonne. Donc je suis allée voir Pierre Badel à la SFP, qui me voit dans le bureau et qui me dit c'est elle. Je dis oui, c'est moi, Elisabeth Bourgine. Il me dit non, vous êtes Emmeline Mouraille. J'ai dit très bien. Je trouvais que c'était très facile aussi. Et puis voilà, et Piesser, je l'ai retrouvé qu'il y a quelques années dans ma gênant. Mais ça s'est fait facilement. J'avais qu'une envie, c'était que ça marche. J'y allais et ça a marché. Et ça n'a jamais arrêté dès lors que vous avez commencé en fait. J'ai eu de la chance. Il y a toujours des choses qui sont pas aussi rapides qu'on voudrait. On voudrait faire plus de choses, mais Serge Rousseau m'avait dit, tu sais, tu es comédienne, tu rentres dans l'agence, mais tu pourras dire vraiment que tu es comédienne si dans 20 ans tu travailles toujours. Et voilà, ça marche toujours. Donc je croise les doigts, mais je continue. Je me bagarre. C'est pas facile tout le temps. J'imagine. Laurent, tu as une question à poser donc à Elisabeth Bourgine, comédienne. Elisabeth, sans rentrer dans votre vie privée, quoique je vais y rentrer un petit peu. Quand on est jeune comme ça, il faut avoir l'appui de ses parents. Vous avez eu l'appui de vos parents? Ah oui, mais j'ai eu des parents absolument extraordinaires parce que mon père, qui était d'origine paysanne et qui avait réussi à créer une agence immobilière et qui a fait les choses, était musicien. Ma mère était peintre et très jeune, elle a eu 20 ans. Elle était d'une grande ouverture d'esprit. On avait le droit de faire tout ce qu'on voulait à partir du moment où on disait où on était et pourquoi on avait envie de le faire. Donc on avait tous les droits.
moi, je sortais parce que je voulais répéter. On allait jouer, on allait faire un concert. J'allais danser. Je dansais au ballet à l'Opéra de Rennes. J'avais le droit de faire les ballets autant que je voulais. Et nos parents nous ont dit, si ça vous plaît, allez-y, mais faites-le bien. Mais allez-y, foncez. Et donc, on a eu tous les droits d'essayer à tout ce qui nous plaisait. Et à 18 ans, à partir du moment où j'avais mon bac, j'ai eu le droit d'aller à Paris. Donc, non, c'était formidable. Alors, moi, j'ai une question à vous poser parce que j'ai eu l'occasion de voir en cours de fin d'année, là, 2020, un reportage, un documentaire justement consacré à François Florent. Et tout un tas de comédiens, de comédiennes revenaient sur leur parcours. Et François Florent avait cette particularité. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez fait qu'un cours avec lui, mais très vite, il détectait, il trouvait chez chaque personne, chaque homme, chaque femme qu'il rencontrait, quel serait le domaine de prédilection en termes de comédie. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? Oui, absolument. Vous a donné son point de vue ? Oui, tout à fait, parce que pour rentrer dans l'école, le cours Florent, il fallait passer une audition, il fallait passer des scènes. Et moi, j'avais passé une jeune première et j'avais passé un rôle incroyable, le Minotaure. Il m'a dit, mais... Donc, dans la jeune première, Caprice de Marianne, il m'a dit, c'est formidable, c'est pile pour toi, t'as vu ton physique, t'es pile pour ça. Mais le Minotaure, il m'a dit, oublie, ce genre de monstre, c'est pas pour toi, on te le proposera pas, ou alors quand tu seras très vieille. Donc, il avait l'intelligence de vous faire comprendre que à 18 ans, d'abord on vous prend pour votre physique, après on vous prend pour votre voix, et on vous prend après pour ce que vous dégagez. Mais que si on veut gagner du temps, il vaut mieux essayer de travailler ce pour quoi on est fait à l'évidence. Et puis après, on peut multiplier les expériences. Et pour ça, il était formidable. Alain ? Oui, alors très tôt, Elisabeth Bourguine, vous allez voir. Bourgine. Alain. Voilà. Il fallait faire une gaffe, je l'ai faite. Voilà. Donc, on vous voit tourner dans un film très connu avec un acteur que j'aime personnellement beaucoup. Et ce film, vous débarquez dessus. On vous a sollicité 3 jours à l'avance pour aller tourner ce film. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ? Ah bah oui, la 7e cible. Voilà. Avec Lino Ventura. Mais oui, absolument. Voilà. Alors, comment ça se passe quand on est jeune, quand on débute dans le cinéma comme ça, et qu'on se trouve face à un monstre sacré comme Lino Ventura ? Alors au tout début, c'était curieux parce que quand Claude Pinoteau m'avait rencontré, c'était pour faire pas la doublure, mais le second choix pour les assurances, pour remplacer Sophie Marceau au cas où il y aurait un problème. Donc il m'avait dit, je vous vois, mais il n'y a aucune raison qu'on tourne ensemble. Donc j'avais un peu mal pris, mais je me suis dit, bon, tant pis, j'ai rencontré Pinoteau. Et puis c'est vrai que le vendredi matin, avant de tourner, quand il m'a appelé, il m'a dit, vous êtes toujours libre ? Je dis, bah oui. Vous voulez toujours tourner le film, ça vous intéresse? Parce que j'avais lu le scénario 2 mois avant, et je lui dis bah oui, c'est formidable. Il dit bon, alors très bien, donc lundi matin vous commencez avec Lino Ventura. La première scène c'est à Roissy. Oui, alors là tout d'un coup une espèce de choc. Je lui dis mais c'est formidable. Il m'a dit alors on va travailler pendant 2 jours. On a fait les costumes, la coiffure. Il m'a expliqué le scénario, il m'a dit tout ce qu'il voulait. Et le lundi matin, je suis arrivée dans ma petite tenue Chantal Thomas avec un petit bouquet de violettes qui tremblait comme ça. Et j'ai vu Lino Ventura de dos, assis dans le décor de Roissy, et qui tout d'un coup se retourne, me voit, et adorable, absolument adorable, s'est levé et m'a dit « Bonjour, bienvenue, je suis ravie de rencontrer ma fille de cinéma ». Et ça a été formidable parce que je remplaçais quand même Sophie Marceau pour qui le rôle avait été écrit. Lino Ventura était assez secoué parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle ne fasse pas le film. Et j'avais peur d'être toujours considérée comme une doublure ou une remplaçante. Et il m'a dit non, il m'a dit vous êtes ma fille de cinéma et on va travailler ensemble. Et il a été un gentleman, mais du début à la fin, un acteur absolument éblouissant. Et quand j'ai eu même des mots
c'était quand même le monstre sacré du film. Hein. Il y avait Jean Poiret, il y avait Claude Pinoteau, il y avait tout ça, c'était absolument merveilleux, mais Lino Ventura. Et il y a une scène où Claude Pinoteau, qui avait écrit le scénario pour Sophie Marceau, disait tu vois cette scène, je voudrais que tu la joues comme ça. Et il me montrait comment il voulait que je joue la scène. Et je disais mais Claude, tu sais, je suis pas tout à fait la même actrice et moi j'aimerais te proposer autre chose. Et ce jour-là, Claude m'a dit mais comment ça tu comprends ce que je te dis? Je lui ai dit oui, je comprends tout à fait. Mais j'avais une autre proposition à te faire, est-ce que je peux te la faire? Et là, il me dit ah d'accord, très bien. Bon, on arrête tout. On était dans une grande suite. Il y avait toute l'équipe Gaumont, donc 40 personnes à la technique, il y avait tous les acteurs et tout le monde. Il dit écoutez, allez chercher Monsieur Ventura et apportez 2 fauteuils. On a apporté 2 fauteuils. Il y a eu Claude et Lino, chacun dans un fauteuil. Et il y a Claude qui explique à Lino. Lino, voilà, j'ai demandé à Elisabeth de jouer telle scène. Je lui ai donné des indications. Mais elle a une proposition à faire. Et là, je me suis dit, mon Dieu, ça y est, Elisabeth, c'est bien, t'as 25 ans. Eh ben, c'est fini ta carrière, tu t'es tuée, c'est monstrueux ce que t'as fait. Et je dis, oui, mais j'avais juste une proposition à faire. Donc, Claude dit, très bien. Vas-y, montre-moi que tu as compris ce que je t'ai demandé. Je joue la scène devant tout le monde, hein, toute l'équipe, Laurence Moncorgé-Gabin, il y avait toute l'équipe, c'était énorme. Lino Ventura et Claude qui me regardent. Je joue la scène, Lino balance les répliques, je joue toute seule, mais je fais ce que me demande Claude. Claude me dit c'est parfait, c'est exactement ça que je veux. Vous voyez Lino, parce que vous voyez Lino, vous voyez, c'est ça. Bon, alors maintenant, vas-y, fais-moi ta proposition. Alors j'ai dit, écoute, puis comme je me suis dit, de toute façon, ma carrière est foutue, j'ai dit, j'ai même prévu un costume. J'ai dit que j'ai apporté une chemise, j'avais apporté une espèce de chemise de garçon que j'avais teint en gris foncé. J'ai dit, et puis j'ai envie de m'attacher les cheveux parce que j'ai pas envie qu'elle soit chic, bonne fille, j'ai envie que là, elle explose, elle est en colère contre son père et tout. Ah d'accord. J'ai dit, oui, vas-y. Et donc j'ai fait ma scène, en colère, comme je voulais le faire. Et là, je m'assieds sur le lit, parce que c'était une chambre d'hôtel, et je me dis, voilà, Elisabeth, ta carrière est finie. Il y avait un silence terrible. Puis je regarde, et il y a Claude qui dit, tu as fini? Je dis oui. Il dit, alors, Lino, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, Lino me regarde, il regarde Claude, il me regarde, et il dit à Claude, je crois que la petite, elle a raison. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est magique. Je me suis demandé si j'avais bien compris. Mais voilà, ça, c'était Lino Ventura, au bout de 15 jours de tournage. Donc, c'était je veux dire, un gentleman, un acteur éblouissant et quelqu'un qui vous donnait confiance et qui m'a autorisé à me mettre en risque. Mais j'ai pu compter sur lui. Parce qu'il a vraiment regardé. Il n'a pas fait ça pour me faire plaisir, évidemment, mais il a été formidable parce qu'en plus il me donnait les répliques pendant ce moment. Mais ça, c'était Lino, c'était un bonheur. Alors je suis pas surpris. Ça correspond bien à l'homme tel qu'on le connaît. Alors par contre, j'ai une question subsidiaire. On dit qu'il faisait très bien les pâtes. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, absolument. Absolument. Et quand on était en extérieur comme ça, il les faisait lui-même dans cette espèce de grande caravane. Et j'ai eu une fois l'honneur de déjeuner avec lui et de manger ses pâtes. Et c'était absolument divin. Alors, oui, puis c'était lui en plus. Oui, parce qu'en fait, les pâtes, d'après ce que je sais, parce qu'il avait des amis comme Georges Brassens, par exemple, et quand il faisait les pâtes aux personnes, c'est vraiment qu'il rentrait dans son cercle. C'était un petit peu ça, l'idée. Donc, il ne faisait pas les pâtes à tout le monde, Lino Ventura. Alors, moi, pour en revenir à Lino Ventura, moi, en fait, j'ai une question à vous poser. Quand on regarde un petit peu votre carrière, donc vous êtes quelqu'un qui, quand même, malgré une certaine timidité que vous nous avez affichée tout à l'heure, vous avez expliqué, il y avait quand même une timidité, mais quand même, vous êtes prête à relever pas mal de défis très rapidement, de manière assez vindicative, on va dire. Moi, j'ai une question. Il y a 2 anecdotes sur vous par rapport aux cheveux. Alors, moi, je l'ai raisonné comme ça. Alors, sur la 7e cible, vous allez tourner à Berlin. Et à l'époque, il y avait Berlin-Est et Berlin-Ouest, si je ne m'abuse. Oui. Et par rapport à une histoire de photo, une histoire de cheveux, expliquez-nous. Et il vous a aidé, Lino Ventura, dans cette histoire? Parce qu'en fait, il m'a encore sauvé. Vous n'avez pas pu passer, en fait. Vous n'avez pas pu revenir.
Mais non, parce que j'avais une journée de libre. Et je me suis dit, formidable, je suis à Berlin-Ouest, je ne connais pas Berlin-Est, je vais y aller. Je prends mon passeport, je vais à Berlin-Est, je passe la journée, puis je me dis, ah, c'est beau, c'est super, c'est bien, je ne connaissais pas. Et puis vers 16h, je me dis, il faut quand même que je rentre, parce que demain, je tourne. Bon, il faut que je travaille, je me prépare pour demain. Et au checkpoint, on m'a refusé de repasser à Berlin-Ouest. Et je demande pourquoi, et on me dit, vous avez vu votre passeport ? Vous avez les cheveux longs, et sur le passeport, vous avez les cheveux courts. J'ai dit, mais oui, mais c'est moi, regardez. Alors, je parlais pas l'allemand, je parlais anglais et français. Rien à faire. Et donc, on m'a mis dans une petite pièce pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, je leur demandais toujours, mais je voudrais téléphoner, s'il vous plaît, juste un coup de fil, c'est absolument... Non, ils voulaient pas. Et il y a eu un changement de garde au checkpoint. Et là, au changement, il vient se présenter, il vient me voir et on lui explique, voilà, elle ressemble pas à son passeport. Et tout, je lui dis, écoutez, je vous en supplie, je vous assure que c'est moi, je voudrais téléphoner. Un coup de fil, je téléphone. Et lui m'autorise à téléphoner. Donc je me dis, je vais appeler l'hôtel. Et qui j'appelle ? Je vais appeler Lino, parce que je voyais pas qui d'autre appeler. Et donc je fais le numéro. Je tombe sur Lino, qui était là, heureusement. Et j'ai dit, bonsoir Lino, c'est Elisabeth, je vous appelle parce que j'ai un problème. Voilà, j'étais libre aujourd'hui et je connaissais pas Berlin-Est, alors je suis allée à Berlin-Est et là maintenant on veut plus me laisser rentrer à Berlin-Ouest. Il me dit, ah ouais, ah oui d'accord. Et t'es allée à Berlin-Est, mais pourquoi ? Parce que je connaissais pas. Ah maintenant tu connais. Oui. Et alors j'ai dit maintenant ils ne peuvent plus me laisser passer. Très bien, je m'en occupe. Il raccroche, plus rien. 10 minutes après, un quart d'heure, on me dit voilà, vous pouvez y aller, allez, cassez-vous. On me met dans un taxi et je rentre à l'hôtel. À l'hôtel, je me dis, c'est merveilleux, Lino m'a sauvé. Et donc, j'ai voulu le remercier partout. Il n'était pas là, on m'a dit qu'il était sorti, qu'après, il travaillait, il voulait être tranquille. Le lendemain matin, sur le tournage, je voulais le remercier en disant, merci Lino, il m'a dit... Avec un petit clin d'œil, le signe de tu te tais, on ne dit rien à personne, c'est entre toi et moi. Il n'a jamais rien dit à personne. Je n'ai jamais su comment il avait fait. Et c'est à peu près 20 ans plus tard, quand j'étais à un festival de cinéma en membre du jury avec Claude Pinoteau, qui a une soirée, vous savez, on voit 3 films, on boit un petit coup et on se dit, et on parle de tas de choses et je lui dis, oh là là, et tu te rappelles quand on était à Berlin, quand je suis allée à Berlin-Est et que Lino m'a sauvée. Et là, un blanc. Il y a Claude qui me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Et là, je me suis rendu compte que Claude n'était pas au courant. Lino ne l'avait dit à personne. Et donc, là, je suis coincée, je dis à Claude, il me dit, mais c'est quoi cette histoire de Berlin ? Je lui dis, je lui raconte. Et je lui dis, j'ai appelé Lino qui s'est débrouillé et qui m'a libérée. Et là, je me suis fait engueuler comme si j'avais 18 ans. Il m'a dit, mais tu te rends compte, tu as mis un film Gaumont en péril. C'était pas professionnel. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Tu aurais dû aller accompagner, tu aurais dû demander. Je me suis dit, mon Dieu. Je ne me suis pas rendu compte de tout ça. Moi, je voulais juste aller voir Berlin. Alors c'est assez marrant parce que les cheveux, c'est... Moi, j'ai une autre histoire sur les cheveux. Vous n'allez pas hésiter pour un rôle aussi à vous couper les cheveux. Et vous allez vous présenter, je crois, devant le PDG de la maison de production, quelque chose comme ça, pour avoir le rôle. Et le rôle, vous allez l'avoir. Alors moi, c'est un grand film dans mon esprit. Alors je vais vous expliquer, les amis. C'est un grand film qui s'appelle Cours privé. Je crois que j'ai eu de beaux émois devant ce film avec Elisabeth, et notamment, je me rappelle de cette fameuse affiche. Alors là, moi, j'aimerais bien vous poser une question aussi par rapport à ça. Déjà, comment ça s'est passé réellement ? Et là, franchement, j'ai eu de beaux émois parce que vous avez beaucoup de scènes de nu dans ce film, Elisabeth. Comment on appréhende aussi... Alors, j'aimerais bien d'abord que vous nous expliquiez cette histoire et comment on appréhende le nu en tant qu'actrice dans le cinéma. Alors, on va se remettre dans le contexte. Cours privé, c'est 86, si je ne m'abuse. Oui. Est-ce que c'est facile ? On n'a pas le même état d'esprit qu'aujourd'hui on pourrait avoir. Comment ça se passe ? Alors, l'anecdote des cheveux et comment ça se passe après pour vous sur cette préparation ? Alors, l'anecdote des cheveux. J'ai rencontré le metteur en scène, Pierre Granier-Defer, dans les bureaux d'Alain Saab, qui était le producteur, et il me parle du personnage et
Et je trouve le personnage magnifique, la façon dont il en parle. Je me dis, oh mon Dieu, c'est magnifique, c'est formidable, j'aime cette femme. Et à un moment, il me faisait marcher parce qu'il voulait voir comment je marchais. Et il me disait, à un moment, il me dit, mettez-vous face à la fenêtre dos à moi, et il regardait, il me disait oui c'est bien parce que vous avez un petit côté androgyne, fragile, on sait pas trop, c'était bien mais j'avais les cheveux quand même un peu longs et donc je me suis dit bon bah c'est bien, mais ça n'a pas l'air de marcher. Il trouve ça bien, et puis il me dit ben, on vous appellera et tout. Et puis je savais que le producteur avait une autre actrice en tête. En se disant que c'était une tête d'affiche et que moi j'étais pas connue du tout à l'époque. Et du coup je réfléchis et je pense à tout ce que m'avait dit Pierre Granier de faire sur le personnage. Je relis le scénario dans mon canapé et je me dis c'est elle, c'est moi, donc je vais lui prouver que je suis vraiment androgyne. Donc je suis allée chez le coiffeur dans la rue à côté de chez moi et je lui ai dit je voudrais les cheveux courts comme un garçon et je veux mais vraiment ça, quoi, 1,5 centimètre, pas plus. Et du coup, je téléphone à la production, je dis alors je voudrais parler à Pierre Granier de Fer, s'il vous plaît, comment est-ce que je peux faire ? Ben, écoutez, il travaille chez lui, il est au découpage. Il dit, bon, très bien. Eh ben, je voudrais son adresse. Donc j'ai eu son adresse. J'y suis allée, je suis allée donc chez lui, j'ai sonné, et à l'interphone, j'ai entendu sa voix, il disait c'est de la part de qui ? Je lui ai dit c'est Jeanne Kern. Parce que Jeanne Kern, c'est le nom du personnage dans Cours privé. Alors là, silence, évidemment. Et là, il me dit, montez. Parce qu'il était intrigué. C'était au premier étage, et donc je suis montée par l'escalier, et je monte, et je le vois dans vous savez, il avait entrebâillé la porte, il regardait comme ça. Tout d'un coup, il a ouvert la porte en grand. Je dis, voilà, je suis Jeanne Kern, et je viens vous montrer que c'est moi le personnage. Il m'a reçue dans son salon. Et là, j'étais sûre de moi, j'avais ce côté androgyne et féminin et fragile et garçon, fille et jeune et 20 ans et 30 ans et tout mélangé. Et à la fin, on a parlé pendant 1 heure du personnage, du film, des costumes, ça y est. Il a téléphoné à Alain Sard, il a dit bon, ça y est, j'ai Jeanne Kern, c'est Elisabeth Bourgine et on ne discute pas. J'ai dit super, formidable. Donc ça, c'était pour les cheveux. Donc c'est vrai que j'ai pris sur moi de les couper très très courts et de me présenter comme le personnage, quoi. Quant à la nudité, c'est vrai qu'il y a alors il y en a pas tant que ça des scènes de nu, mais il y a des scènes d'une nudité qui est frontale et qui est pure, simple, qui n'est pas faite pour séduire. C'est juste une femme nue, et en général c'est parce qu'elle se regarde dans la glace, elle a un problème avec son corps parce que son corps est a priori beau, elle n'a pas de souci, mais elle ne s'aime pas, elle ne se comprend pas, elle est frigide, elle ne sait pas. Et du coup, il m'avait dit effectivement, il y aura des scènes de nu, vous l'avez vu, on videra le plateau, on fera très attention et tout, mais moi ça ne m'a pas posé un seul problème parce que quand j'étais aux Beaux-Arts, parce que j'ai aussi fait du dessin et de la peinture quand j'entends toutes mes recherches, j'ai été modèle aussi pour ceux qui peignaient et qui dessinaient. Donc j'avais l'habitude, je crois que la danse donne une liberté d'être bien avec son corps, de ne pas avoir de problème. Quand on est en plus dans des ballets et qu'on répète 4 heures par jour, tous les jours, on a une liberté avec son corps qui était à l'époque tout à fait normale en plus, qui n'était pas... Maintenant, ce serait complètement différent, mais c'est vrai que dans les années 80, il n'y avait pas de problème, quoi. Du coup, j'étais nue, il y avait des séances de maquillage, je l'attendais comme ça, où on mettait du fond de teint sur tout le corps, et puis après, on allait tourner. Mais ça m'a pas posé de problème du tout. J'ai réalisé, une fois qu'on a fait l'affiche, même l'affiche n'a pas posé de problème parce que la photo était magnifique, mais simplement de voir dans Paris son corps comme ça, avec cette accroche genre Minitel, me regardez pas, c'est le me regardez pas qui détournait le nu et qui faisait que tout d'un coup, le nu qu'on avait joué et que j'avais joué moi de façon très juste, elle est nue, elle se regarde, voilà, elle serait en robe rouge, elle se regarderait de la même façon, mais là, bon, elle est nue. Et bien là, sur une affiche, avec ce truc, me regardez pas, ça changeait le point de vue. Mais moi, en tant qu'actrice, ça m'a pas posé de problème parce que je n'en avais pas en tant que danseuse, ni en tant que modèle pour les Beaux-Arts, quoi.
strange divine. You'll make it. Passion with bright young things takes him away to war. Don't fake it, sagging with sandal strings. Sensational, Paris or maybe hell. I'm waiting, patches of sad remains. Waits for Aladdin saying, you'll make it. We'll love Aladdin saying, millions sweep a fountain, just in case of sunrise. Salut, c'est Jérôme Anthony. Je vous demande de vous arrêter sur Westrack Radio. Voilà, David Bowie et le titre Aladdin Sane. C'est un titre que vous avez choisi, Elisabeth. Donc, pourquoi ce David Bowie-là en particulier ? Parce que je l'ai vu en concert.
Et donc c'est pour moi une émotion toute particulière et que dès que j'entends la voix de Bowie et les quelques petites notes d'introduction, je suis plus là, quoi. Ça y est, j'adore, je suis fan total. Oh, j'en connais deux alors. Il faut dire que vous, Elisabeth et Laurent, bah voilà, vous êtes des passionnés de David Bowie. Alors on le rappelle pour nos auditeurs, s'ils ne l'ont jamais entendu, bah là ils vont le savoir. Nous avons fait une émission avec Jérôme Solini et Alain Lahana, plus quelques artistes musiciens qui ont travaillé avec David Bowie dans une émission précédente. C'était en 2018, je crois, me semble-t-il. C'est ça. C'est bien ça. Alors moi, Elisabeth, on a évoqué tout à l'heure Lino Ventura. Et c'est en lien avec votre actualité qui plus est, c'est que il y a un jeune garçon, il avait 11 ans à l'époque, il a travaillé avec Lino Ventura et il s'est avéré que quelques années plus tard, vous avez travaillé avec lui au début des années 2010 et en tout cas, vous avez certainement dû vous croiser. Est-ce que vous avez une idée de qui il peut s'agir ? Pas du tout. Alors, on va donner quelques indices. Ah oui, parce que là, il n'y en a pas. Eh ouais, c'est pour ça. Je voudrais pas que vous soyez mis en difficulté. Donc, à l'époque, il a 11 ans. Et puis, il joue un personnage qui s'appelle Gavroche dans Les Misérables avec Lino Ventura. Est-ce que ça vous permet d'y voir plus clair à son sujet ? Non, pas du tout. Toujours pas. Bon. Non. Alors, si je vous dis Emmanuel Curtil. Emmanuel Curtil. Il se trouve qu'Emmanuel Curtil, en fait, alors peut-être que vous n'avez pas enregistré en même temps que lui, mais il se trouve que c'est la voix française, le comédien, qui a doublé Ben Miller, si je ne me trompe pas, le nom du personnage, pour la voix française de la série dans laquelle vous êtes actuellement, donc sur la 10e saison, qui est Death in Paradise. Et Emmanuel Curtil donc, a, comme vous, travaillé avec Lino Ventura, et entre autres, il fait la voix française de Jim Carrey pour que les auditeurs voient vraiment précisément qui c'est génial. Donc, c'est de Lino Ventura à Jim Carrey, c'est fou quand même. Donc ça veut dire que vous ne vous êtes pas croisés dans les studios d'enregistrement pour la Non, pas du tout. Eh bien non, pas du tout, parce qu'on enregistre, chacun enregistre son personnage tout seul. D'accord. Et donc on est toujours seul dans le studio. Et Ben, en plus, c'était les 2 premières saisons, donc c'était vraiment comme ça. On ne croise jamais d'autres acteurs. On est toujours tout seul. Ah, c'est dommage, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette situation de coronavirus et Eh oui. on Mais enregistrait c'est plus simple pour des raisons techniques. Chacun fait sa voix. Et puis après, au fur et à mesure, on a la chance d'avoir la voix des autres, mais non, on fait tout seul. D'accord. Bon, eh bien, en tout cas, j'étais content parce que je vous ai fait découvrir peut-être un comédien que vous n'avez pas oui. finalement. Mais Emmanuel Curtil, nous qui nous intéressons beaucoup, je vous demande de vous arrêter aussi aux comédiens qui font du doublage. On peut vous dire que c'est parmi les pointures du métier, de cette activité-là du métier. Il fait partie des tout meilleurs, comme Maïk Dara, Céline Monsara, Edgar Givry, Jean-Pierre Michael. Et j'en passe, Jacques Frantz, Richard Darbois, je pourrais faire la liste très très longue. Oui, parce qu'ils sont formidables. En plus d'un personnage à l'autre, ils arrivent à changer leur voix, à moduler, et c'est formidable, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Et donc vous, votre expérience, Elisabeth, de la post-synchronisation, parce que vous devez vous enregistrer en français, du travail que vous avez fait en anglais, comment ça se passe, ce travail-là, de vous auto-doubler, si je puis dire ? Alors, c'est pas très simple, parce que quand on a tourné en anglais, on a la musique des dialogues en anglais qu'on a travaillé. En plus, ce sont des comédies, Death in Paradise, donc il y a un humour anglais qui est écrit et qui est joué. Quand on traduit en français, il faut adapter d'abord l'humour, et puis après il faut, avec le lipping, bon ça c'est un truc technique, mais ça fait que c'est pas toujours évident. Et le rythme anglais et le rythme français sont pas du tout les mêmes. Ce sont 2 langues qui n'ont pas du tout la même musique, et quand on parle anglais, on parle pas même avec la même tonalité. Donc c'est très très curieux, et souvent il faut vraiment faire le nettoyage et se dire bon allez, je me lance, et c'est comme si c'était autre chose. Mais en même temps, on a la situation qui revient, on se dit mais non, mais attends, mais on me fait dire ça là en français, c'est pas possible, je disais ça en anglais. Et parfois, je dis à la directrice de studio, je lui dis mais tu sais que là, on veut me faire dire le contraire de ce que j'ai joué.
Et c'est pas possible. Mais parce que, à force de traduction, d'adaptation, que ce soit pour la langue ou que ce soit pour le lipping, on arrive à des choses qui veulent dire autre chose. Donc, heureusement, on change tout. Donc, on réécrit en vitesse pour que ce soit juste. Et donc, sur cet exercice, vous êtes plutôt à l'aise ou parce que c'était peut-être la première fois que vous post-synchronisiez ou pas du tout? Mais j'ai eu la chance de travailler avec les Anglais depuis toute petite, puisque j'ai fait ma première série américaine. Première série, américaine, c'était The Sun Also Rises, avec Jane Seymour, avec David Carradine, tout ça. Et j'avais 18 ans. Après, j'ai fait une série américaine avec Joan Collins qui s'appelait Scenes, et Timothy Dalton qui jouait mon mari à l'intérieur, et qui, pendant le tournage, me disait, tu sais, Elisabeth, quand on tournait à Paris, il me disait, tu sais, on m'a proposé de jouer James Bond. Je sais pas si je vais accepter. Je disais, mais tu te fous de moi là? Tu n'importe quoi, t'es mytho toi. Et il me dit non, mais je t'assure parce que moi je voudrais le jouer beaucoup plus sérieux, plus proche des bouquins. Je dis mais attends, on te propose James Bond, tu dis oui, tu discutes après. Et il me dit non, je suis pas sûre. Et pendant 1 an, il me disait toujours ça, tu sais, j'ai pas pris ma décision. Je dis mais arrête, tu te fous de moi. C'est pas parce que je suis une petite Française qui va n'importe quoi. Et puis finalement, il a vraiment joué James Bond. Mais donc j'ai joué en anglais toutes ces séries et j'ai joué aussi dans un autre film anglais que j'adore qui était avec Michael Winterbottom qui s'appelait The Sun Also de Love Lies Bleeding qu'on a tourné à Belfast avec Mark Rylance, avec Brendan Gleeson et c'était une expérience éblouissante à Belfast et donc tout ça tourné en anglais avec un peu l'accent de Belfast. Donc après quand ce film qui était une coproduction avec France 2 devait être diffusé en français, il a fallu aussi doubler en français. Et donc, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, finalement. Et j'ai aimé parce que c'est une autre interprétation, c'est une adaptation et c'est autre chose. Mais c'est vraiment agréable, c'est rigolo. Alors, ensuite, parce que moi c'était l'anecdote dont je voulais absolument parler, la post-synchro, ça me paraît fondamental quand on a une comédienne qui joue à la fois en anglais, en français, et puis et qui a la chance de s'auto-post-synchroniser. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, ensuite, sur les différents sujets, on avait, alors normalement, si on avait passé la chanson de Marianne Faithfull, on voulait qu'il s'appelle donc la chanson Broken English. Il y a une phrase de cette chanson qui est What are you fighting for? Pourquoi vous battez-vous? Et on s'était dit avec Alain et Laurent que si on avait cette chanson de diffuser, eh bien, on vous poserait la question. Vous, aujourd'hui, Elisabeth Bourgine, quels sont vos combats? Parce que dans une interview, Laurent nous en a fait part, vous avez dit à un moment donné, la liberté, c'est un combat. C'est quoi pour vous aujourd'hui les combats que vous menez? La liberté en premier. La liberté, parce que je trouve que c'est tellement énorme la liberté. C'est la liberté par rapport à soi, c'est la liberté par rapport aux autres. C'est un échange, la liberté, et c'est jamais gagné. Mes autres combats sont ce sont des déclinaisons de la liberté, mais ce sont pour les femmes de plus de 50 ans que je trouve qui sont malmenées dans la société. Alors dans les films, c'est encore pire parce qu'un de mes combats c'est avec la face et le tunnel de la comédienne de 50 ans. Parce que dans les films, on a beaucoup de personnages qui sont des hommes qui passent de 30, 40, 50, 60, 70 ans et leurs femmes ont toujours 20, 25, 26, 27, 28, elles passent les 30 ans mais elles n'ont jamais le même âge que les hommes. Et donc je trouve que c'est un reflet de la société qui est effrayant parce qu'on s'habitue à la télévision, on s'habitue au cinéma à avoir des hommes d'un certain âge qui ont un âge qu'ils ont le droit d'avoir, mais les femmes ont forcément 20 ans ou 30 ans de moins. Et ça, je trouve ça assez c'est effrayant, quoi. Je trouve ça effrayant comme image de la femme. Et donc, je trouve que c'est un combat. Et alors, on peut dire que c'est du féminisme. C'est pas du féminisme, simplement mettre les femmes à leur place, comme les hommes sont aussi à leur place. Et pour moi, c'est très, très important. Et que je pense qu'il faut toujours se battre pour qu'il y ait une espèce d'égalité, d'équité. Et ça, c'est la liberté aussi. Pour moi, c'est très, très important. C'est mon combat principal parce que je m'aperçois que c'est tous les jours qu'il faut me dire, mais tu te rends compte? Non, mais attends, on lui parle comme ça, mais parce que c'est une femme d'un certain âge et tout d'un coup, on imagine qu'elle ne peut pas faire ça. Ah ben oui, mais c'est une femme. Mais pardon. Donc voilà.
Alain, Alors oui, vous parlez de la liberté, Elisabeth. Vous trouvez en France dans quel état sont les libertés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter, à votre avis? Alors c'est compliqué parce que pour ne pas parler politique, je pense que la liberté, elle est avant tout soi avec soi-même, savoir si on est conscient de qui on est, de ce qu'on veut faire, et je pense que c'est le premier travail à faire, c'est sur soi, et que le premier combat est d'être libre avec soi-même et de réussir à imposer qui on est, avec ses amis, sa famille, ses amours, qui que ce soit les gens avec qui on travaille. Et ça, c'est déjà, c'est encore la même chose, c'est un combat pour cette liberté. Et sinon, après, c'est dans la vie de tous les jours. Pour moi, c'est un échange, la liberté. C'est un échange de paroles, c'est un échange physique. Et on se bat dans les contextes qu'il y a. Alors en ce moment, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, les libertés sont de toute façon d'office contraintes. Mais dans ces espaces-là, il faut quand même trouver la liberté de parler, la liberté de rire, de jouer, de voir les gens, d'en profiter quand même. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se battre tout le temps. Il ne faut jamais lâcher. Ne jamais lâcher, c'est ma phrase. Alors Elisabeth, une autre question qu'on souhaiterait vous poser, c'est finalement vous avez l'air d'être quelqu'un d'empathique, avec une sensibilité artistique. Comment vous choisissez les projets sur lesquels vous travaillez? Alors, moi je suis positive, j'ai envie d'aimer les gens, j'ai envie que tout se passe bien. J'accueille toujours qui que ce soit avec le sourire, en me disant alors qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc il n'y a pas de raison. Quand un metteur en scène nous propose un scénario, il y a quelque chose de très important. D'abord, on se sent bien et on se comprend, parce que j'ai eu des metteurs en scène, je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. Parce que c'était tellement compliqué, ou ils étaient tellement dans leur monde et là je me suis dit je vais pas y aller, on se comprend pas. Donc ça c'est une autre raison, c'est pas simplement d'aimer ou de pas aimer, c'est de pas comprendre la personne, de pas comprendre ce qu'il veut, et donc là j'y vais pas. Par contre ça peut être quelqu'un que je n'aime pas, mais que je trouve intelligent, que je trouve formidable, j'aime son propos, j'aime ce qu'il veut faire, j'ai envie de travailler avec lui, même si je ne vais pas aller forcément dîner avec lui le soir ou comme on dit, passer des vacances avec lui, c'est pas le problème. À partir du moment où on a envie de faire une œuvre artistique ensemble, on a envie de se confronter et de faire quelque chose ensemble, c'est mieux si on s'aime bien. Moi, je suis pas pour les conflits, je n'aime pas ça. Mais si c'est quelqu'un qui pas forcément aime les conflits, mais qui est difficile, qui est dur, ou je suis pas toujours d'accord avec lui, mais on est d'accord sur ce qu'on va faire, j'y vais. J'y vais. Je suis un peu inconsciente par moment. Je trouve que c'est important. Non, c'est important par moment. Elisabeth, vous faites marcher votre instinct de femme, non, tout simplement? Oui, je crois. Et puis je le défends. Et je je pense que c'est ça qui nous donne de la force et qui fait qu'on peut partager les choses avec les gens après. Quand on se sert de tout ça, après on transmet les choses. Et pour moi, c'est ça qui est important, de transmettre. L'instinct que vous évoquez, jusqu'à présent, il ne vous a jamais trompé? Ou il y a des fois où vous vous êtes dit petite erreur, mais je le fais quand même? Oh si, j'ai fait des erreurs. Aussi, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai refusé des films que j'aurais pas dû refuser, mais parce qu'à ce moment-là, je comprends pourquoi je l'ai refusé. Et donc, je regrette pas. Mais par contre, quand les gens disent je referai ma vie, je ferai la même chose, non, pas du tout. Il y a des choses, des erreurs, je ne les referai pas quand même. Maintenant, je sais que ce sont des erreurs. Mais c'est pas grave. Je ne les regrette pas en même temps. Mais je ne les referai pas. Juste par curiosité, après je donne la parole à Alain et Laurent. Quel rôle, par exemple, vous vous dites mince, ça j'ai refusé, j'aurais pas dû. Un exemple peut-être de film. On est curieux. Alors oui, il y en a un. Alors, il y en a deux. Il y a Billy the Kick pour Gérard Mordillat. Parce qu'on venait de faire Vive la Sociale, on avait fait un film pour la télévision, on s'entendait à merveille. Et je ne comprenais pas ce qu'il me disait. C'était ça sur ce film, Billy the Kick. Parce que c'était très particulier. Et comme on avait fait Vive la Sociale et l'autre film dont je ne sais plus le nom, je le comprenais bien, ça allait très très. Et sur celui-là, je ne comprenais plus ce qu'il me disait. Et donc je me suis dit, non, mais je ne vais pas y aller. Bon, voilà. Or, c'est quelqu'un
que j'aimais beaucoup, avec qui ça se passait très très bien, et ça a été une rupture du coup, parce que il veut plus me parler depuis, parce que ça fait il y a 30 ans, 40 ans hein, maintenant, mais c'est fini, bon. Donc je me dis c'est une erreur, voilà. Et puis le deuxième c'était Escalier C, je devais jouer l'attaché de presse de Takela. Et je sortais d'un rendez-vous avec Jean-Charles Takela et je suis allée voir Olga Berluti et je lui parle, je lui dis voilà, on vient de me proposer un rôle, j'adore l'attaché de presse et tout, et j'avais le scénario en tête et je disais tu vois, je l'aimerais bien, je la verrais bien un peu comme ça, mais avec un boa excessif pour que justement dès qu'on la voit, enfin, je commençais à fantasmer complètement dans mon personnage. Et puis tout d'un coup après, quand j'ai vu Jean-Charles Takela, et après il me disait non, on l'a vu très classique, on l'avait je dis oh là, je vais m'ennuyer, et donc j'ai dit oh ben non finalement non, je ne vais pas le faire, et donc j'ai pas fait. et là c'est parce que moi j'avais une inspiration, tout d'un coup j'avais envie de la faire comme ça, et par timidité j'ai pas osé discuter. Ça c'est la timidité aussi, ne pas oser discuter, parce que et alors finalement on s'enferme dans quelque chose parce qu'on est sûr de soi, mais on peut pas se mettre en danger, puis on n'ose pas, et puis alors je me dis je vais encore piquer un phare, je vais devenir toute rouge, il va pas comprendre pourquoi je deviens rouge et tout. J'ai dit oh là là, je dis bon allez, je laisse tomber. Donc je suis partie et j'ai dit bah non, je suis désolée, je pourrais pas le faire. Voilà, 2 exemples. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pu illustrer, et puis je vais céder la parole à Laurent qui a une question. Oui, question un peu bateau, Elisabeth. Aujourd'hui, vous aimeriez travailler avec qui? Comme metteur en scène? Comme metteur en scène ou comme acteur ou actrice J'adorerais tourner avec Wes Anderson. J'adore ses films. Comme acteur, j'adorerais tourner avec Ryan Gosling, que je trouve absolument éblouissant. Robert De Niro, Al Pacino, toute la clique, parce que vraiment c'est du Lino Ventura encore, c'est le même niveau quoi, c'est violent. Et puis autrement j'ai adoré réaliser mon documentaire, et ça c'était une surprise totale. J'ai fait donc un documentaire sur une femme peintre, Micheline Masse, une cousine, que je m'étais jamais posé la question de réaliser. Et là, il y a eu une urgence qui s'est imposée à moi. Cette femme a tellement de talent, il y a tellement de vibrations dans son atelier, c'est tellement fort ce qu'elle dit. Cette femme a vécu un parcours incroyable dans les années 50, d'une femme seule qui sillonnait la France avec sa mobilette, qui a vécu toute seule, qui a dû laisser sa fille à l'orphelinat et tout, mais qui s'est battue toute sa vie avec un talent fou, qui a été récompensée par des tas de prix, qui a fait des expositions extraordinaires. Enfin, moi, je suis capable d'en parler 3 heures, mais simplement, là, j'étais surprise parce que je me suis dit, il faut que je fasse un film, c'est tout, quoi. Donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai adoré faire ça. J'ai adoré le montage, et depuis, je me dis, j'aimerais bien mettre en scène, j'aimerais bien réaliser, parce que je trouve ça formidable aussi de pousser les gens dans une histoire, de les mettre dans un univers et tout. Et voilà, quoi. Ça aussi, j'aime bien. Alors, je crois que c'est toujours en replay, je crois, sur France Télévisions, votre documentaire. Non, il n'est plus maintenant. Il y est plus. Si. Il faudrait vérifier. Je crois qu'il n'y est plus. Il n'y est plus, mais il va être rediffusé sur France 3, je ne sais pas quand. Il va être rediffusé. Donc, le documentaire s'appelle Ma cousine Mimi, sur la peintre Micheline Masse. C'est donc une production de 2020, donc l'année dernière. Oui. On est en début d'année 2021 aujourd'hui. Donc ça, c'est un documentaire, mais il y a aussi votre actualité. On en a un peu parlé hors antenne sur cette saison 10 de Meurtre au paradis. On peut le dire ou pas, le petit training que vous avez eu avec les partenaires anglais? On peut en parler, même si effectivement aujourd'hui on est le 1er février, donc ça il y a déjà quelques temps de cela que vous l'avez eu. Comment ça s'est passé avec eux? Très très bien, c'est absolument génial parce que ils sont drôles, ils sont nature, et on a eu quand même une
saison à cause du Covid, un tournage très 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 difficile. On a été la première série anglaise à pouvoir tourner. On a tourné en plus 8 épisodes d'1 heure sur 5 mois dans une période de Covid qui était absolument incroyable. Il n'y a pas eu un cas. Tout le monde a été extraordinaire. Et du coup, quand on en parle là pour faire la promotion, on a tous ces souvenirs qui reviennent et c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Et là, par exemple, bon, alors début février, tous les épisodes sont terminés, mais mi-janvier, il n'y avait que 2-3 épisodes de terminer complètement. Donc, c'est en temps réel que tout a dû se faire. On a dû tourner très vite, très fort. Et là, le montage se continue alors que les premiers épisodes sont en diffusion sur la BBC. Donc, c'est quand même... c'est prodigieux ce qu'ils ont réussi à faire. Mais bon, c'est bien, on s'amuse et puis on va parler de tout ça avec les spectateurs et les fans. Super, très bien. Laurent? Oui, gros succès d'audience, il faut pas l'oublier. Donc ça va bientôt passer sur France Télévisions. Donc on sera dans les starting blocks pour voir la suite, la prochaine saison. Il y en aura une autre? Alors oui, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce que lors de la diffusion du premier épisode, la série a fait 31% d'audience et que du coup, BBC One a commandé 2 saisons supplémentaires, ce qui est très rare. En général, c'est une saison, l'une après l'autre, commandée à la fin des diffusions, donc au bout de 2 mois. Et là, dès la première soirée, ils ont commandé 2 saisons supplémentaires. Et on est super contents. Mais c'est vrai que la série fait 8 à 9 millions de téléspectateurs chaque soir en Angleterre, que c'est vendu dans 240 territoires dans le monde entier, et que même sur France 2, qui était coproducteur au tout début et qui ne l'est plus maintenant, mais ça fait des audiences extraordinaires. On a été la série étrangère qui a fait la plus grosse audience sur la télévision française. Et c'est vrai que ça fait du bien. Moi, j'adore cette série parce qu'elle fait du bien. Il y a du soleil, il y a de l'humour, on a des personnages récurrents qu'on suit depuis 10 ans maintenant, mais qui tricotent des histoires ensemble et qui sont terriblement attachants. Et puis ça fait du bien. Et puis moi, j'aime mon personnage, Catherine Bordet, cette femme de plus de 50 ans, forte, indépendante, et qui a toujours le mot gentil, qui est la sagesse, qui en même temps fait du cocooning avec tous les gens du village, parce qu'elle est mère du village aussi. Et je trouve que ça fait juste du bien, quoi. Je crois que c'est pour ça que ça marche bien. Je crois que Laurent, il y aurait eu évidemment encore tellement d'autres sujets qu'on aurait pu aborder avec Elisabeth. Et on avait peut-être quelques-uns sous le coude. Oui, alors surtout parce que c'est un goût que j'ai personnel pour le cinéma de Louise Buñuel. Alors, à la différence, je ne sais pas pour vous, Elisabeth, moi j'ai des souvenirs de Buñuel, surtout avec Dali, notamment sur le court-métrage qu'il avait fait qui s'appelait Le chien andalou. Et je me rappelle de L'âge d'or aussi qu'il avait fait quelques années plus tard. Qu'est-ce qui vous plaisait chez Louise Buñuel? Tout. J'adore. Je suis fan de Louise Buñuel, de tous ses films. C'est grâce à lui que j'ai découvert le cinéma. C'est à travers ses films que j'ai découvert le surréalisme, l'absurde, la féminité, l'ambiguïté. Je trouve que ces films sont absolument magnifiques et j'ai eu le bonheur en plus de le rencontrer dans la vie. De le rencontrer quand il faisait le casting de Cet obscur objet du désir. Et je l'ai rencontré et j'ai passé 1 heure avec lui à parler en espagnol avec son fils qui était là, Juan Luis, qui faisait son assistant à l'époque, et on a parlé pendant 1 heure mais de ses films de cinéma, de ce que c'était, de ce qu'il voulait pour le film. Et il était très embêté parce qu'il cherchait une femme idéale qu'il n'a pas trouvé, et c'est pour ça qu'à l'arrivée, il a pris 2 actrices pour le même rôle, Carole Bouquet et Angela Molina. Mais c'était un homme tellement éblouissant, tellement formidable, que quand j'ai retourné après, des dizaines d'années plus tard, enfin bref, avec Juan Luis Buñuel au Venezuela, on continuait de parler de Luis. C'était formidable. Mais le cinéma de Louise Buñuel, c'est magnifique quand même. Magnifique, c'est un autre monde. J'adore.
Vous êtes fan de Dali aussi, alors excuse-moi Cyril, vous êtes fan de Dali aussi J'adore. Pour moi, ce sont des voyages magnifiques parce que ce soit ses dessins, ses tableaux, lui-même, il est formidable. J'adore. J'ai beaucoup lu de choses sur Dali et je trouve ça magnifique. Magnifique parce que quand en plus il parle de ses tableaux, il est encore plus fou parce que quand il les raconte, on se dit ah ben oui, j'avais pas vu le tableau comme ça, mais c'est encore un autre voyage dans le tableau. C'est formidable. Oui, alors Salvatore Dali, il faut savoir qu'il était aussi spécialiste dans ce qu'on appelle les images doubles, c'est-à-dire que quand vous regardez un certain tableau de Dali, il faut les chercher des fois. Hein. Vous avez plusieurs images. Vous avez plusieurs images intégrées dans les tableaux. Oui, absolument. Et donc plusieurs histoires. C'est ça qui est bien. Il y a d'autres, j'imagine, passions qu'on pourra peut-être aborder. Il y a Marilyn Monroe, je crois, qui pour vous est aussi une personne importante du 7e art. Oui, parce que c'était une des premières actrices qui m'a fascinée, complètement, parce que je la trouvais tellement belle, tellement musicale quand elle bougeait. En plus, moi, comme je viens de la danse, je trouvais qu'elle dansait quand elle marchait. Elle bougeait de partout. Quand elle parlait, elle bougeait de partout. Elle vibrait de partout. C'était que de l'émotion, que des vibrations. Et c'était absolument magnifique. Si bien que toutes mes toutes premières photos, en tant qu'actrice, je m'étais inspirée des photos qu'elle avait faites, elle, en prenant des contrepoints. Je me souviens qu'il y a une photo célèbre de Marilyn où elle est avec un tutu de danseuse blanc, avec un bustier blanc et où elle est comme ça, accoudée sur sa main retournée, avec les lèvres très rouges et des cheveux très bouclés. Et moi, j'avais fait une photo comme ça pour Vogue, parce que j'avais eu droit à un très beau reportage, au questionnaire, et j'avais fait une photo comme ça, mais j'avais dit, je voudrais faire le contraire de Marilyn, parce que moi je suis brune, donc moi je voudrais un tutu noir. Et j'avais fait avec un tutu noir, et c'était formidable, parce que c'était évidemment pas Marilyn, mais j'étais tellement heureuse, j'avais pris confiance en imposant quelque chose déjà pour un magazine comme Vogue, ce qui pour moi était incroyable, et j'ai trouvé que c'était une inspiration magnifique, parce que on peut prendre n'importe quelle photo de Marilyn, elle n'est ni trop apprêtée ni trop naturelle, elle est juste heureuse et joyeuse. Elle est tout le temps joyeuse, même quand elle est triste. Elle a la larme joyeuse. Elle a quelque chose qui fait que la vie est toujours plus forte. Et c'est ça que je trouve fascinant. Et dans tous ses films, elle était comme ça. Donc moi, j'étais éblouie par Marilyn. Le fait de partir comme elle est partie, qui en a fait définitivement une icône. Est-ce qu'on devient une star à partir du moment où on a une fin un peu bizarre? Parce que en fait, Marilyn est partie. On ne sait pas vraiment comment. Enfin bon, c'est peut-être pour ça qu'on devient une star aussi, non? Dans le temps. Non. Je pense que c'est pas pour ça qu'on devient une star. Je pense que ça fait partie, ça cristallise une légende et ça cristallise un moment. Elle était une star extraordinaire avant, et le fait qu'elle parte au moment où elle était peut-être la plus belle, la plus aboutie au niveau de son jeu de comédienne, et qu'on avait tellement d'espoir en elle et tellement envie de continuer, que c'est le manque qui fait ça aussi, et puis le côté dramatique, parce que c'est vrai que quand une mort est dramatique, incompréhensible, mêlée avec des histoires politiques, on ne sait pas trop, et d'un drame, parce qu'elle était terriblement blessée, triste, et elle souffrait terriblement, c'est un mélange, mais c'est un mélange qu'on connaissait déjà quand elle était star, quand elle était comédienne. On savait qu'elle était malheureuse, on savait toutes ces choses-là. Donc le fait qu'elle meure de façon comme un feu d'artifice, ça fait que c'est vrai que ça marque encore plus. Mais c'est pas ça qui fait d'elle une star, c'est ce qui fait que elle sera toujours une star. Il y en a qui ont été des stars qui disparaissent. Est-ce que dans le jeu de l'actrice que vous êtes, est-ce que les fêlures de votre vie, parce qu'on en a tous, on a tous une vie avec des fêlures, est-ce que sincèrement, parce que c'est le cas de Marilyn, alors c'est peut-être une question indiscrète, est-ce que vous l'utilisez dans votre jeu c'est-à-dire vous allez piocher dans votre propre vie pour incarner le rôle? Ça dépend. Ouais. Ça dépend, parce qu'il y a des personnages, il y a des rôles qui le demandent, il y a des rôles
il y a des fêlures qui sont des fêlures et il y a des fêlures qui sont des abîmes. Alors on va pas tomber dans les abîmes, mais les fêlures, on veut bien les jouer avec. On peut faire appel à ça, mais c'est très dangereux parce que si ce sont, par exemple, en général, ce sont pour des événements tristes. C'est rarement pour des choses gaies. Il y a un danger, c'est qu'elles prennent le pas, parce que ça dépend comment on a géré sa vie, mais c'est pas toujours évident de gérer un deuil, de gérer une perte. Et si on joue avec ça, c'est quand même très très dangereux, parce que ça peut prendre le dessus sur votre jeu, sur votre énergie. Je pense que enfin, moi je joue pas trop avec ça. Une fois j'ai joué. Il m'est arrivé de tourner, je venais de perdre mon père. Bon, là c'était violent, et j'ai tourné le film, c'était 1 mois après. Je n'ai pas joué avec, j'ai dû essayer de composer avec quelque chose. Des années plus tard, quand j'ai dû jouer quelqu'un qui perdait quelque chose, j'y ai pensé un petit peu, mais je me suis dit, oh mon Dieu, je ne vais pas m'accrocher à ça parce que c'est trop dangereux. Il faut faire très attention. Par contre, il y a des choses aussi dont on ne se rend pas compte quand on joue. Mais c'est qu'à force de jouer des personnages, ils restent en vous, ces personnages. On les a vécus, on a vécu avec un personnage, je sais pas, même 1 semaine, même 1 mois, 2 mois, jusqu'à 3 mois, parfois plus. Ce sont des personnages qui restent en vous. Et donc, on est multiples. On a les fêlures de sa vie, on a les personnages qu'on a incarnés, mais qui sont toujours un peu là, alors avec bonheur, avec tristesse, avec des tas de choses, et on est vraiment, plus on avance, plus on joue, et plus on vit, et plus on est plein, et plus on est riche, et en même temps, plus on arrive à prendre de recul, c'est-à-dire que on sait ce qu'il faut garder, ce qu'on peut utiliser et pas. Vous voyez, il faut faire un petit peu attention. Mais du coup, on a l'impression, quand on joue des personnages, les émotions vont très très vite. Parce qu'on est chargé. C'est comme de l'énergie, vous savez, on accumule. Et puis, on la vide pas, on l'a toujours avec soi. Donc, on est de plus en plus plein, de plus en plus riche. Mais il faut faire de plus en plus attention en même temps. Quand je vous entends parler, Elisabeth, je ne peux pas m'empêcher de penser aux acteurs ou actrices qui ont joué dans des biopics, donc des personnages réels. Est-ce qu'il vous est arrivé, parce que souvent ils l'ont dit, je pense à Marion Cotillard, on pourrait penser à Jérémy Régnier dans le rôle de Clo-Clo, et il y en a bien d'autres. J'ai un peu l'impression qu'on a du mal à se sortir de ces rôles-là, parce que c'est des gens qui ont vraiment existé. Est-ce que vous, il y a un rôle où franchement, quand vous avez fini, vous avez eu du mal à vous sortir de ce rôle-là? Ça vous est arrivé? Oui. Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé pour Cours Privé. Parce que c'était un personnage tellement fort, avec des tas de points communs avec moi, et en même temps des choses qui étaient à l'opposé. Et c'était la première fois que j'avais un rôle aussi important, aussi délicat, qui était vraiment un rôle sur un fil. Et chaque scène, chaque réplique, que ce soit avec Michel Aumont, avec Xavier Deluc, avec tous les Emmanuel Seigné, c'était toujours c'était de la dentelle. Si bien que c'était beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, de préparation, et qu'une fois que le tournage était terminé, j'ai eu du mal à m'en défaire. Et je ne m'en suis défait vraiment du personnage que le premier jour de la sortie. Et le jour de la sortie, quand tout d'un coup, et je l'ai senti vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait les affiches, on est allé, parce qu'on va voir les salles les plus importantes, on est allé sur les Champs-Élysées pour aller voir les gens où on était présents. Et là, tout d'un coup, je dis, ça y est, elle n'a plus besoin de moi. Elle se débrouille toute seule. Et c'était vraiment, elle n'a plus besoin de moi. Donc c'était pas moi qui devait la quitter, elle pouvait vivre toute seule. C'est comme un enfant qui est adulte, on se dit ça y est, va vivre ta vie, on coupe le cordon ombilical, tu vis sans moi. C'était vraiment ça. Mais oui, ça peut être un biopic et pas forcément. C'est important. Alors Elisabeth, on arrive tranquillement à la fin de l'émission et il nous reste quelques questions à vous poser, notamment une incontournable. Quels sont vos projets ?
Alors en ce moment, je tourne la suite d'une fiction que j'avais déjà tournée qui s'appelait Les Mystères du Bois Galant pour France Télévisions. Ma fille est Sarah Mortensen. Le flic qui joue avec elle est joué par Olivier Sitruk. Et celui qui joue l'homme de ma vie est Frédéric Van Dendrich. Et on tourne à Rochefort et c'est une ville que j'adore parce qu'elle est cinématographique, elle fait appel à tellement de souvenirs, notamment, enfin je veux dire tout le monde sait, tout le monde pense aux Demoiselles de Rochefort et c'est un bonheur. Et donc voilà, ça c'est le projet que je tourne actuellement. J'ai un autre projet qui est pour la fin du mois de février et ça c'est, je ne peux pas tellement vous en dire plus, mais je peux quand même vous dire que c'est avec un metteur en scène de cinéma avec lequel j'ai déjà tourné. Donc c'est un jeu. Je vais tourner avec une star française avec laquelle je n'ai jamais joué. J'en suis mais heureuse comme tout parce que le rôle me plaît énormément. Et c'est tout ce que je vous dirais. Voilà, comme ça, quand vous écoutez l'émission, vous essaierez de deviner et de suivre l'actualité parce que j'ai pas le droit de vous le dire. J'aurai le droit de le dire que quand on aura terminé le tournage. Donc voilà, c'est un jeu et le premier qui répond aura une photo dédicacée. D'accord. Bah, on va y jouer. On va essayer de trouver, on va aller piocher dans votre biographie. Alors, moi, j'ai quand même une question. Vous allez tourner avec Frédéric Van Dendrich. Est-ce que vous savez que c'est un comédien qui prête sa voix à Liam Neeson dans la version française? Est-ce que vous le saviez? Ah bah non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est génial. C'est génial, mais c'est vrai que je regarde Liam Neeson en VO, donc je ne savais pas. Mais par contre, je vais quand même lui poser la question et je vais lui demander de me jouer Liam Neeson sur le tournage. Je vais lui demander. Parce que il prend pas la même voix. Hein. Liam Neeson, quand on l'entend, le comédien français, quand il joue lui, quand il incarne le personnage de Liam Neeson, c'est pas la même voix. Hein. Vous allez voir, c'est troublant. Hein. Ah bah oui, non mais c'est sûr. Mais vous savez, quand on joue un personnage, même nous, quand on joue nous un personnage. Mais moi, quand je joue Catherine dans Death in Paradise, ou quand je joue là en ce moment Françoise dans Les Mystères du Bois Galant 2, parce que ça a changé de titre, donc je ne sais pas quel sera le nouveau titre, je n'ai pas la même voix. Pourquoi? Parce que je ne me tiens pas de la même façon, j'ai pas le même rythme, je parle, c'est pas la même nature de personnage. Donc il y en a une qui est très très gaie et l'autre qui est plus écolo, plus nature. Et puis je joue avec ma fille là avec Sarah Mortensen, donc elle a un rythme très rapide, donc on est forcément influencé par un personnage et par les gens avec qui on joue. Et quand je joue à Catherine dans Death in Paradis, elle est très elle est connue, donc elle est calme, elle a des mots très sages et donc la voix n'est pas la même. En plus, jouer en anglais, on ne joue pas du tout sur les mêmes tonalités. C'est complètement différent. Donc c'est amusant, mais je vais lui demander quand même de me faire Liam Neeson. Et vous pourrez dire, bah voilà, vous avez côtoyé la voix française de Liam Neeson. C'est quand même pas mal. Laurent. On enregistre l'émission, on l'avait dit au début, et au moment où on enregistre, on apprend bien malgré nous le départ de Jean-Pierre Bacri. Est-ce que vous avez eu je dirais, est-ce que vous l'avez rencontré, est-ce que vous l'avez côtoyé, je dirais lors d'anciens tournages? Parce que vous étiez à l'affiche du même film, si je ne m'abuse. Oui, il est très fort. La 7e cible avec Lino Ventura. Et il y avait Jean-Pierre Bacri, absolument, qui jouait, je me souviens, un rôle de flic qui était toujours encombré parce qu'il avait ses enfants dont il devait s'occuper, qu'il devait aller chercher ou je sais pas quoi. Et Jean-Pierre Bacri, on n'a aucune scène ensemble dans le film, mais par contre on s'est croisés parce qu'on était dans le même décor. Et il y a un moment où moi j'étais dans mon décor qui était l'appartement de Lino Ventura, on avait la scène de famille, on était tous ensemble, et j'ai croisé Jean-Pierre Bacri puisqu'il répétait la scène d'après, et il était lui sur le palier. Donc on s'est vraiment croisés. Mais c'était un acteur que j'adorais évidemment parce que à chaque fois il était tellement drôle et émouvant que c'était toujours une bousculade de rire, d'émotion et toujours une fêlure tellement qu'on recevait à chaque fois qu'on le voyait. Dans tous ces personnages il y avait ça. Et dans tous ces personnages j'avais juste envie, c'était de le consoler et de lui dire t'inquiète pas, tout va bien. C'était la chair de poule quoi. C'était formidable. C'est très triste. Oui, je viens juste de l'apprendre et c'est très triste.
Alors, Elisabeth, une dernière question peut-être avant de nous quitter. Je vais jouer mon Frédéric Lopez. Et dans une émission qui s'appelait La parenthèse inattendue, il avait pour habitude de demander à ses invités quelque chose d'un peu personnel au travers d'une question que je vais vous poser. La voici. Qu'est-ce que la vie vous a appris et que vous aimez transmettre ? La joie. La joie. De profiter des gens, de profiter du moment présent, de se dire que tout peut s'arrêter très vite, alors qu'il faut en profiter et que la joie, c'est, je trouve, la chose la plus brute et la plus forte à recevoir et à donner. Parce que plus on en donne, et bien plus on reçoit. Et je trouve que c'est magnifique. Donc moi, je dirais juste ça, la joie. Mmh. On pose la question à chaque fois. Quel conseil vous donneriez aux personnes, jeunes, moins jeunes, qui ont envie de faire ce métier ? Alors, il faut qu'ils en aient vraiment envie, qu'ils l'aiment vraiment, qu'ils soient passionnés, parce que quand on aime vraiment ce métier, on ne fait plus que ça. On pense film, on voit les gens, on imagine une histoire. Quand on en est là, il faut y aller carrément, mais il faut y aller à fond vraiment pour pas avoir de regrets. Il faut le faire vraiment, et il faut simplement se dire qu'il faut pas. Moi, je sais que mon premier agent, Serge Rousseau, m'avait dit que on était comédienne quand on durait, et c'était sur la durée qu'on pouvait dire qu'on était comédienne. Il m'a dit, parce que moi, quand je suis arrivée chez lui, je lui ai dit vraiment, je suis heureuse d'être comédienne. Il me dit, tu seras vraiment comédienne dans 20 ans si tu l'es toujours et si tu en vis. Mais par contre, si on veut l'essayer, au contraire, il faut essayer ce métier. Mais c'est plus qu'un métier, c'est une passion, c'est une vie, ça vous prend complètement parce que c'est une passion, quoi. Il faut y aller, mais il ne faut pas se mettre en danger non plus, ni sa famille, il faut faire attention. Alors justement, la passion, l'envie de ne pas oublier, d'aller de l'avant, est-ce que c'est ce qui pourrait faire que vous avez fait le choix de la chanson de Bruce Springsteen, The River, pour terminer l'émission ? Alors cette chanson, je l'adore parce que pour moi, elle est simplement... The River, quand on regarde les paroles, enfin vraiment quand on lit les paroles, quand on l'écoute, c'est n'oublie jamais d'où tu viens, n'oublie jamais qui tu es, n'oublie jamais les gens avec qui tu as été élevé, comment tu es, et vas-y, mène ton chemin. Et chaque pas que tu fais, fais-le en étant conscient de ce que tu fais. Mais vas-y, avance. Mais n'oublie pas qu'il y a ta famille derrière, n'oublie pas d'où tu viens. Et par contre, ce que tu fais, fais-le à chaque fois en étant sûr que c'est bien, que tu es content de le faire. Ne dis pas, c'est toujours pareil, ne dis pas tout ce que tu penses, mais quand tu penses à quelque chose, dis-le vraiment bien en étant très précis. Et là, je trouve que cette chanson est magnifique, c'est une prière un peu. C'est un peu comme une prière et c'est un peu comme une promesse. Je te promets, comme dirait Bowie, je sais pas où on va aller, mais je te promets qu'on va pas s'ennuyer. Il dit ça, Bowie. Et bien Springsteen dit la même chose à sa façon. C'est plus mélancolique, c'est plus nostalgique. Il y a plus, le sac à dos est plus chargé derrière. Mais on y va avec bonheur, avec les gens qu'on aime. Alors forcément, oui, forcément. Excuse-moi de te couper, Cyril. Je sais que on en avait parlé. Il faudra que vous écoutiez Elliot Murphy, qui est toujours d'ailleurs un grand ami de Springsteen, musicalement et même sur ses écrits, parce que c'est un excellent écrivain aussi, au demeurant. Petite pensée, parce que vous adorez. Je sais que vous avez vu Springsteen sur scène. Petite pensée pour Clarence Clemons, qui était son saxophoniste attitré, qui est parti il y a quelques années. Je vois que j'ai beaucoup de points communs avec Elisabeth, les gars, en tout cas. Oui, c'est vrai. Eh bien, Elisabeth, je crois que peut-être qu'une deuxième émission, ça serait intéressant pour parler de bien d'autres encore, de bien d'autres sujets. Voilà, je bafouille, je savonne, je me rattrape. Pourquoi pas une deuxième émission plus tard dans l'année ?
j'ai plein d'autres anecdotes. Eh bien, on en serait ravis de les entendre. Oui, Laurent? Oui, dernière chose, vous pouvez suivre Elisabeth sur sa page Facebook qui est très active, qui est Elisabeth Bourgine, page. Donc, je vous invite à aller liker et voir. Et c'est vrai que vous faites en plus, vous vous débrouillez bien dans les photos. Vraiment, Elisabeth est une artiste accomplie. Tout niveau, on va dire. Accomplie. Ah ben, merci beaucoup. J'aime beaucoup les photos. J'aime beaucoup prendre des photos. En tout cas, nous, on a aimé passer ce temps en votre compagnie, Elisabeth, notamment de peut-être vous faire découvrir à nos auditeurs, nos auditrices. Nous, en tout cas, on va être en vigilance par rapport à la saison 10 de Meurtre au paradis, puisque c'est aussi votre actualité du moment. Et puis, peut-être que lorsque nous aurons l'occasion de faire cette deuxième émission, eh bien, vous aurez le droit de nous parler de ce fameux film. Et ne m'en dites pas plus, mais on aimerait bien, en tout cas, une fois que le film sera tourné. Avec plaisir. Ok, Promis, eh bien le rendez-vous est pris. Chers auditeurs, vous retrouverez dans une deuxième partie dans le courant de l'année 2021 Elisabeth Bourgine. C'est acté pour ce soir. En ce qui nous concerne, on va vous remercier vraiment énormément, Elisabeth. Je crois que vous avez été d'une gentillesse, d'une bienveillance aussi avec nous, et on doit vous remercier pour ça, vraiment. Merci à vous, parce que c'est super de faire l'émission avec vous. Vous êtes adorables tous les trois. C'est très, très chaleureux, très agréable. Merci beaucoup. Merci à vous. On va se quitter avec donc The River, une chanson de Bruce Springsteen que Elisabeth Bourgine a choisie. Et nous, chers auditeurs, eh bien, on se retrouve dans 15 jours. Donc ce sera, si je ne dis pas de bêtises, le lundi 15 février 2021 pour de nouvelles aventures de Je vous demande de vous arrêter. D'ici là, restez à l'écoute des programmes de Westrack Radio et à dans 15 jours. Ciao.